Bienvenue pour ce nouveau numéro d'Envie de lecture. Nous sommes ravis de vous retrouver avec Nathalie Wolf. Comment ça va? Ça va très bien. Et vous, Patrice? Ça va être dur, hein. On va parler de meurtre, d'enquête. Ah oui. On va parler de polar. On va parler polar. Avec notre invité Carl Pineau. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de votre dernier roman, Pour quelques millions, paru aux éditions La Joanie. Mais pour vous présenter, c'est vrai que vous êtes l'auteur d'une trilogie qui a eu un très beau succès, qui s'appelait Les Nuits Nantaises. Il y avait l'Arménien, il y a eu le Sicilien et le Nantais. Les romans ont d'ailleurs été primés, et puis ça vous a fait acquérir un public assez fidèle, non, je pense? Alors oui, c'est vrai que la trilogie a bien marché. En fait, c'est un roman, le premier est paru en 2017, et il était en auto-édition, et il avait obtenu un prix de blogueur. Et du coup, le roman était connu, et quand j'ai connu Jean-Charles, je lui avais envoyé le Sicilien en manuscrit, et quand il a lu l'Arménien, il a dit « oui, je le réédite », et finalement, c'est lui qui a suivi toute la trilogie. Alors, on va parler aussi un petit peu de vous, mais c'est vrai que vous vivez entre la France et la Thaïlande, enfin pas exactement entre la France et la Thaïlande, sinon vous seriez dans l'eau, mais partagé entre la France et la Thaïlande. Vous êtes un grand voyageur, on va parler aussi de Cuba, que visiblement vous connaissez très bien. Mais peut-être avant d'entrer dans le roman lui-même, un mot sur le polar. Pourquoi vous avez choisi le polar pour vous exprimer? Est-ce que ça vous permet d'avoir des typologies de personnages qui vous intéressent? Est-ce que les contraintes du polar sont importantes pour vous aussi? Alors en fait, j'ai commencé à écrire de l'arménien, j'étais au Canada, on a vécu 6 ans au Canada, et j'avais passé 2 ans en création littéraire en université. Absolument. Parce que je voulais professionnaliser. De Laval, hein, c'est ça, je voulais professionnaliser mon écriture. Et le polar me semblait intéressant parce que le polar permet de faire des photos de notre société. Et en fait, on reconnaît une société à travers sa délinquance et à travers... c'est marche, c'est ça, et on le voit encore plus aujourd'hui. Oui. Voilà. Ouais. Et donc l'idée de la trilogie, justement, c'était de faire 3 photos comme ça en instantané sur 3 intrigues indépendantes, les années 80, les années 90 et les années 2000, qui nous permettent de voir évoluer notre société à travers des personnages, mais aussi à travers des intrigues qui, chacune d'entre elles, correspond à la violence, au degré de violence, et aussi à l'évolution des trafics, à l'évolution de la délinquance. Et je pense que ça, le polar le permet. Et puis, ça nous donne aussi des personnages forts. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va chercher des gens qui ont commis des meurtres, on va chercher aussi la part d'ombre de l'humain. Et c'est ce qui m'intéresse dans le polar. Et puis, ça permet de... C'est un genre qui permet de raconter des histoires quand même. C'est ça, c'est-à-dire que quand on veut emballer le lecteur, mais qu'on veut lui... Quand on lit votre roman, c'est vrai qu'on a des patch turner, comme on dit, enfin, c'est-à-dire qu'on a envie d'aller plus loin à chaque fois, enfin, on ne peut pas le poser, quoi. L'idée, c'est ça, c'est-à-dire de faire des romans dont le lecteur ne lâche pas le livre, qu'il soit surpris à la fin, qu'il soit attaché au personnage, et en même temps, quand il referme le livre, il a eu quelque chose de plus. Alors, dans la trilogie, c'était cette fameuse photo des années 80, des années 90 et des années 2000. Dans celui-ci, on est plus sur une photo... Les scandales financiers. L'état de notre monde actuellement, et puis cette espèce de comparaison entre le monde occidental, notre monde, et puis le monde communiste, illustré par Cuba, et puis la façon dont les gens vivent, et puis aussi cette distanciation qu'il peut y avoir entre les instances dirigeantes d'un pays, et puis la façon dont le peuple vit en dessous, avec ses différences et finalement ses rapprochements aussi. Oui. Alors on va essayer de résumer le livre. C'est pas si simple. Je vais vous laisser faire. C'est pas si simple parce que, comme tu l'as dit, Patrice, il y a beaucoup de rebondissements. Il y a aussi plusieurs personnages principaux qui sont, et c'est ce que j'ai apprécié dans votre livre, complexes. C'est pas binaire. Et donc finalement, c'est pas évident, mais on va quand même tenter le pitch. Et peut-être en partant de vos 2 personnages principaux qui, au fond, sont tous les 2 des enfants mal aimés. Et alors, on va rester à Paris, et d'abord il y a Conrad, c'est le fils d'une femme extrêmement riche qui a dirigé une ONG. D'ailleurs cette femme est morte
voilà, oui, presque devant ses yeux. Enfin, lui était dans la maison et n'a pas vu sa mère être tuée. Alors, est-ce que c'est un assassinat? Est-ce que c'est un suicide? Ça fait partie des intrigues de l'ouvrage. Ouais. Je ne dirai rien. Mais alors, quand on dit enfant mal aimé, c'est vrai qu'il a des relations très tendues avec son père. Le père est soudainement devenu riche puisqu'il hérite de sa femme. Donc, évidemment, les soupçons se portent sur lui. Et puis, il y a une enquête, mais il est blanchi par cette enquête. Mais bon, voilà, les soupçons restent là. Alors, peut-être, avant qu'on s'envole vers Cuba dans une minute, parlez-nous un peu de ce Conrad. De Conrad. Oui. Conrad, c'est un enfant mal aimé qui vit avec une culpabilité. Il vit avec une culpabilité parce que sa mère s'est suicidée sur cette péniche aménagée sous la Tour Eiffel. Et il était là ce jour-là et il ne se souvient de rien. C'est forcément un choc. Et il vit avec ça. Et il vit avec ce doute. Et il vit avec cette impression qu'il aurait peut-être pu faire quelque chose. Oui. C'est un lourd passé. Et donc ça, c'est celui de Conrad. Et il a effectivement une relation conflictuelle avec son père parce que son père pourrait être un des protagonistes. Et en plus, il voit son père comme celui qui a abusé de la fortune de sa mère. Voilà. Alors, il a un peu, pas choisi le camp de son père, on ne peut pas dire ça, parce qu'ils ont des rapports très, très tendus. Mais enfin, il ne croit pas forcément à sa culpabilité, faut le dire. Mais c'est probable que le traumatisme de la mort de sa mère l'a conduit un peu vers la marginalisation. Il pourrait bosser, il a machin. Et on voit bien qu'il recherche un peu la marginalité. Hein. Alors en fait, c'est un enfant à la marge. C'est-à-dire, c'est un enfant qui est sur ce fil du rasoir où il peut basculer d'un côté ou de l'autre. C'est aussi ce qui fait l'intérêt des romans, c'est d'avoir des personnages comme ça, dont on ne sait pas de quel côté ils vont tomber. Et leur passé fait... Comme souvent dans la vie, oui. Puis surtout comme souvent dans la vie, quand il y a eu des drames d'existence. Et lui, c'est son cas. Et effectivement, il voudrait travailler, il voudrait réussir, et en même temps, il subit des mauvaises influences. Et il pourrait facilement basculer dans quelque chose de plus difficile. Et on le saura évidemment dans le livre. Oui, c'est ça qui est toujours difficile quand on parle d'un polar, parce qu'il faut quand même donner quelques éléments. Bien sûr. Et puis après, on est obligé de s'arrêter. Oui, c'est ça. Tu nous emmènes à Cuba? Alors oui, allez-y. Non, parce que... Oui, moi non, vas-y. Ah ouais. Alors, il y a Conrad, premier personnage principal. Il y a Dahlia. Oui. Deuxième personnage principal, alors, qui vit à Cuba. Oui. Dahlia, c'est une référence à James Ellroy ou à Alien War, un peu aussi, mais c'est aussi un prénom qu'on trouve à Cuba. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, de la même que Conrad est une référence à l'écrivain. Voilà, bien sûr. C'est ça. Mais ça, c'est qu'ils comprennent tout le droit, quoi. Anecdotique, mais c'est vrai, c'est sympa aussi de se raccrocher comme ça à des auteurs de référence, à des écrivains de référence, bien sûr. Et donc, cette Dahlia vit dans un milieu pauvre à Cuba, un Cuba qui est évidemment déchiré par la corruption, la pauvreté. On reparlera d'ailleurs de ce que vous parliez tout à l'heure, c'est des différences entre les classes dirigeantes et les autres. Et surtout, elle est... alors, elle aussi, pas de mère. Non, ça leur fait un point commun. Voilà, ce qui fait un point commun aux deux. Et des rapports alors encore plus compliqués avec le père, puisque le père abuse d'elle. C'est ça. Et il est prêt à la prostituer d'ailleurs aussi si à un certain moment du livre. Si à un certain moment du livre, si jamais voilà. Le père, c'est le prototype de l'apparatchik déchu. Oui. C'est-à-dire celui qui occupait des postes importants dans l'administration cubaine militaire et qui est déchu et qui vit de subsides et du coup qui est retombé dans ce que font beaucoup de Cubains aussi, ils vivent de subsides, mais qui est absolument abominable et qui abuse de sa fille. Et elle se bat pour protéger son frère. Elle se bat parce qu'elle a un frère. Elle se bat pour protéger son frère. Elle a un petit frère. Absolument. Et donc son combat, c'est de sauver son frère parce que voilà, c'est la pauvreté aussi qui conduit à ça. Son combat, c'est de survivre dans un pays où se nourrir est un combat quotidien. Et puis, elle se bat pour protéger son frère de son père. De son père. Bien sûr. Et oui, alors Dahlia, c'est un personnage féminin. Et c'est vrai que dans ce livre, ce qui nous a beaucoup marqué, Patrice et moi-même, c'est cette place que vous accordez aux femmes. D'ailleurs, le livre s'ouvre sur cette scène de meurtre absolument terrible. Et ça nous donne quand même, d'ores et déjà, un indice du tableau général de votre roman policier. C'est la violence subie par les femmes à Cuba
Cuba ou à Paris. Les femmes, elles sont souvent battues, violées, prostituées de force, donc des femmes victimes. Et en même temps, on a des personnages féminins qui sont extrêmement forts, qui vont se défendre. D'ailleurs, l'enquête, c'est pas si fréquent, est menée par une femme. Il y a un prénom presque d'homme, hein, Manu. Oui, Manu. Oui. Manuela, mais elle se surnommée Manu. Elle a une énergie assez forte. Assez courageuse et mystérieuse. Elle est énigmatique. Vous avez raison de dire ça. Que ces femmes sont des femmes fortes en réalité, mais c'est vrai que le premier sentiment, et on s'en était parlé, qu'on a eu en lisant le livre, au départ, on se dit quand même, toutes ces femmes-là, elles sont exploitées, elles sont... Alors, il faut pénétrer un peu dans le livre pour comprendre que, oui, derrière cette façade, même cette Manu-là, comme ça, qui comme ça, à un moment, on pense qu'elle accepte tout de son amant, on va comprendre que ce sont des femmes très fortes, en réalité. Alors en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est un tableau du monde. Et quand on veut montrer le monde, il faut le montrer le monde tel qu'il est. Et tel qu'il est aujourd'hui, eh bien, dans beaucoup de pays, les femmes subissent. Manuela, elle est d'origine ukrainienne. C'est une femme qui a été enlevée. C'est une femme qui a été prostituée. Il ne faut pas masquer les choses telles qu'elles sont. Et donc je montre ça parce que ce sont des vraies références de ce qui se passe dans le monde. Et en même temps, sa faculté à elle, de la même que Dalia, à surmonter tout ça, en font les véritables héroïnes du livre. C'est-à-dire que malgré ces violences, eh bien finalement, ce sont elles qui triomphent, ce sont elles qui se battent. Et quand on referme le livre, comme je disais tout à l'heure, on referme le livre et on a eu quelque chose de plus. Et on a eu effectivement ce monde féminin qui est capable de sublimer les choses. Dans le roman policier, il me semble. C'est assez rare, oui. Je ne crois pas qu'on les soit. Alors c'est rare que... Ça vient un peu, c'est des choses en train de changer, mais... Ce roman est construit d'une façon un peu atypique. C'est-à-dire que ce sont des facettes de personnages comme ça qu'on va voir, des scènes comme ça, entre Paris et Cuba. Et petit à petit, chaque scène construit l'intrigue pour nous emmener vers le dénouement. Et petit à petit, on rentre de plus profondément dans la psyché de chacun des personnages et on se rend compte de qu'est-ce qu'il y a derrière la façade et qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'ils ont vécu. Il y a une façade et il y a une réalité qui est une réalité intérieure. Pardon, allez-y. Et les femmes dans ce roman se révèlent être finalement les vraies héroïnes. Les vraies héroïnes, absolument. Oui, parce que, et c'est vrai que si on regarde les mecs, bon, dans l'ensemble, il faut pas rêver. Ils sont un peu bedonnants, ils ronflent, ils pensent qu'une grosse bagnole, ça c'est vrai sexe facile. Ça c'est vrai sur le père de Conrad. Le père de Conrad. D'autres ne sont pas comme ça. L'enquêteur, le responsable de Manu, il n'est pas de ce là. Ouais, mais quelque part, dans la gestion qu'il doit avoir hiérarchique avec elle, il se rend compte qu'il est face à quelqu'un dont il ne peut pas donner des ordres. Il faut qu'il obtienne son adhésion. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que même s'il y a une hiérarchie entre eux, eh bien, par la personnalité de Manu, eh bien, il est obligé d'agir avec elle et de la laisser faire parce qu'il se rend compte que c'est quelqu'un qui d'abord a une acuité intellectuelle, qui a une force et un dynamisme, et qu'on ne peut pas faire obéir simplement en donnant des ordres, mais parce qu'il faut qu'il obtienne son adhésion. D'ailleurs, c'est lui qui l'a repéré, en dehors de... dans un dîner, oui, c'est ça. Où elle voyait très bien qui était là, qu'est-ce que faisaient les gens, elle a une psychologie. L'attitude des gens dans un dîner mondain, avec un peu d'alcool, et repérer finalement quelles sont les typologies de chacun des individus. Il s'est rendu compte qu'elle avait décelé et qu'elle avait bien mis en place chacun des convives. Et là, il s'est dit, je suis face à quelqu'un qui a une acuité intellectuelle, qui va pouvoir me servir dans les enquêtes. Ça, c'est pas trompé. C'est un personnage tout à fait imaginaire, où vous êtes référé à des... Alors, comme souvent, on construit des personnages à travers, bien sûr, de l'imagination, mais à travers aussi des recherches, des typologies de personnages qu'on trouve dans des faits divers ou des choses comme ça, beaucoup de lectures. Et puis, petit à petit, le personnage se façonne jusqu'à aller au plus loin dans sa complexité. Et puis tout d'un coup, il prend son autonomie. Et à ce moment-là, on le fait vivre de façon à ce qu'il s'intègre au roman. Mais c'est plusieurs étapes, en fait. Ce qui fait que personne ne peut dire ce personnage, je le connais. Et en même temps, à chaque fois, il représente quelque chose qui peut nous illustrer. C'est-à-dire ce personnage arriviste qui a réussi grâce à un mariage. Oui, il n'est pas sympathique. Qui est intéressé plus par l'apparence que par le reste, et qui se sent vieillissant, et plus il se sent vieillissant et faible, plus il a besoin justement de rajouter des couches d'ego et de possession pour pallier. C'est quelque chose qu'on peut tous croiser un jour dans l'existence. Et donc, il représente ça.
Il représente ça. Manu représente cette femme qui a été abusée et puis enlevée avec ce qu'elle a subi, et qui en même temps est capable de le surmonter. Et qui est capable de le surmonter. Alors, oui. Pardon. Ah, pardon. Non. Je voulais peut-être revenir d'un mot sur Cuba, parce que d'accord, vas-y. on l'avait effleuré, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est vrai que vous décrivez très bien cette société. Je sais pas. Alors ça, on est il y a quelques années. Hein, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je crois que vous connaissez très bien Cuba. Alors en fait, oui. Où il y a en effet une grande différence. Il y a une pauvreté très très forte du peuple, et puis il y a des dirigeants au fond qui s'en mettent plein les poches. En gros c'est ça. Qu'est-ce qui fait, quand on dit ça, on se dit quand même, qu'est-ce qui fait que ce régime tient depuis si longtemps? Alors, qu'est-ce qui fait que ce régime tient depuis si longtemps? Ça, je vais avoir un peu de mal à vous dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est un régime qui s'est toujours affilié à d'autres régimes communistes qui les ont maintenus la tête hors de l'eau. Moi, je suis allé à Cuba la première fois, c'était dans les années 90, après la perestroïka. Les Russes les ont laissés. Et ils se sont retrouvés dans une situation très difficile financièrement. C'est ce qui a fait mon premier voyage. Avec un ami, on s'était dit, tiens, on va créer un petit resort touristique. On leur avait envoyé des fax à l'époque, et puis ils nous ont reçus comme si on était le Club Med et parce que ce sont les apparatchiks qui ne font pas de distinction, ils n'avaient pas l'habitude de connaître tout ça. Et ils nous ont emmenés dans des endroits où personne n'était allé depuis des décennies, les petites îles perdues, où vous aviez encore les vieilles maisons des mafieux de l'époque d'avant la Révolution, qui étaient en train de se délabrer, avec l'idée qu'on allait faire des trucs touristiques de 200 chambres, alors que nous, on voulait juste faire un petit resort. Mais ça nous a permis vraiment... ils avaient réquisitionné des bateaux de pêche, parce que les bateaux n'ont pas le droit de s'éloigner des côtes, parce qu'ils ont peur que les gens s'en aillent. Ils avaient réquisitionné des militaires. Enfin, voilà. Donc ça nous a permis, ce voyage, de passer beaucoup de barrières dans une époque, en plus, où Cuba était encore pas très touristique. Ça a été ma première confrontation au pays. Et puis j'ai passé des heures à discuter avec des apparatchiks, c'est-à-dire que vous arrivez dans des bureaux qui datent des années 50, vous avez la photo de Castro, vous avez la photo de votre interlocuteur qui est avec Castro, qui est encore en tenue militaire, et là vous allez passer 4 heures, 5 heures à parler pour ne rien dire, juste pour occuper le temps et faire de la parole. De la même façon que vous avez ces discours fleuves de Castro sur sa télévision, une seule chaîne, et les enfants sont élevés, biberonnés à ces discours fleuves. Donc ça, c'est intéressant quand même de décrire ça. Et puis cette dichotomie, cet écart immense entre la pauvreté et les apparatchiks qui vivent reclus dans les anciennes maisons de ceux qui ont délogé les mafieux ou les Américains, qui vivent reclus dans le luxe, et puis la pauvreté du peuple, qui est liée à la fois au système et à l'embargo. Donc là, après, la part de l'un et de l'autre, c'est bon, chacun y mettra évidemment en fonction de ce qu'il croit le plus ou l'autre. La réalité, c'est qu'il y a un vrai écart entre ce que vit le peuple et puis ce que vivent ces apparatchiks qui disent travailler pour le peuple. Et ça, je pense que c'était intéressant de décrire. Qui gouverne. Voilà, ils gouvernent au nom du peuple et ils vivent dans le luxe au nom du peuple. Les Castro étaient quand même des gens très riches. Et là, je pense que ce symbole-là, il est décrit dans le livre. Là encore, ça fait partie de ce qu'on a un peu en plus, je crois, quand on ferme le livre, mais toujours à travers un personnage, parce que Dalia, elle symbolise cette jeunesse qui se bat au jour le jour dans ce pays, qui voit bien les apparatchiks, mais pour elle, c'est pas le souci. Son souci à elle, c'est de vivre et de se défendre et de nourrir son frère. Oui. Et ça rejoint d'ailleurs, on arrive là, à un autre thème de votre livre qui est là derrière la double intrigue dont on a déjà parlé. C'est qu'il y a un scandale financier qui ressemble à celui des Panama Papers, et vous le rappelez en exergue de votre livre, hein, les produits de ces scandales financiers se chiffrent en centaines de milliards de dollars. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre quand on est écrivain comme vous pour rendre accessible au fond ces grands scandales financiers qui sont quand même très techniques, il faut bien le dire. Voilà. Parce qu'on a le genre du polar. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on commence à écrire là-dessus, c'est de se dire, voilà, je suis pas journaliste et je fais pas un livre de journaliste. Par contre, je dois être aussi pointu qu'un journaliste, parce que tout ce que je vais dire doit être vrai. Donc tout ce que je dis dans le livre est vrai, mais à un moment, voilà, là encore, quand le lecteur ferme le livre, il a été renseigné sur ce sujet, mais de façon presque subliminale, sans jamais qu'il puisse se dire « Oh là là, pesant, ok ». Non, on est dans l'intrigue, on est dans les personnages, on est avec eux, on essaye de faire du page-turner,
et on fait en sorte que le lecteur soit surpris à la fin et qu'il ait été ému par moments, choqué presque par d'autres, parce que c'est ça, le polar il est fait pour générer des émotions et une surprise. Et pour autant, la peinture du monde nous montre que aujourd'hui, là, il y a des scandales financiers en Occident qui détournent parfois pour des velléités politiques d'accession au pouvoir des milliards, et que évidemment ces milliards seraient quand même mieux utilisés s'ils étaient destinés au peuple. Mais ça, c'est des milliards de dollars, hein, vous le dites. En exergue du livre. C'est des milliards de dollars. Des milliards de dollars. Alors celui que je prends en exemple en France, je ne veux pas le citer parce que là encore, ce n'est pas du journalisme, mais il est vrai. Il fait référence. Tous les détails sont vrais. Tous les détails sont vrais, y compris les détournements d'armes et tout ça. Tout ça, ce sont des choses vraies, mais ça ne constitue pas l'essentiel du livre, parce que c'est subliminal, quoi. C'est intéressant justement d'interroger l'écrivain sur comment on fait. Alors c'est vrai que c'est toujours les mêmes ressorts, hein. C'est l'avidité, c'est le goût de l'argent, enfin qui sont derrière l'ego, tout ça. la volonté de l'ego. Oui. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est un roman sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Il avait un autre titre au départ, hein, je crois que c'était Malécon. C'est ça, oui. Je voulais l'appeler Malécon parce que c'est ce remblai le long de Cuba, hein. À Cuba, où se retrouvent le soir tous les Cubains, et on a cette espèce de faune passionnante que je décris d'ailleurs dans le livre, avec une strate selon qu'on s'enfonce plus ou moins loin dans le Malécon, et donc c'est vraiment le symbole. Et puis il y a un moment, Conrad, quand il est à ces moments de choix dans le livre, il va aller sur ce remblai, et il y a ce basculement du personnage. Selon le choix qu'il va faire à ce moment-là, sa vie pourrait devenir complètement différente. Donc, comme c'est un moment charnière et que c'est un endroit symbolique de Cuba, j'avais envie de l'appeler comme ça. Jean-Charles m'a dit à très juste titre que, Jean-Charles Lajoigny, l'éditeur. Hein. C'était pas un nom très parlant pour le livre. Mais pour on veut dire ça, c'est-à-dire que vous l'avez écrit, réécrit, vous l'avez absolument. J'ai commencé Qu'est-ce qui vous convenait pas dans les premières versions? Alors en fait, j'ai commencé à l'écrire entre l'arménien et le sicilien, après un voyage à Cuba. Et puis je l'ai retravaillé, c'est presque un livre d'apprentissage d'écriture, parce que je voulais affiner le style, je voulais recréer des images, affiner les personnages. Donc comme toujours mes livres, je les écris, je les laisse reposer 6 mois, et puis après je reviens. Vous les reprenez. D'accord. Tous mes livres sont faits comme ça. On laisse reposer la pâte à crêpes au fond, et puis après elle est encore meilleure. On le mûrit intérieurement. Oui. On ne regarde pas pareil. Ce livre-là a une particularité d'un point de vue écriture, c'est que en 2016, je l'ai entièrement réécrit. C'est-à-dire qu'après avoir travaillé plusieurs mois et plusieurs années sur ce livre, eh bien, à un moment, j'ai dit, d'accord, maintenant, je sais ce que je veux faire. Donc, je mets de côté ce manuscrit, je l'ancre dans le scandale du Panama Papers, parce que ça correspondait exactement à l'image que je voulais donner de l'état actuel de notre monde et de cet écart entre les dirigeants, aussi bien dans le monde occidental que dans le monde communiste, et cette différence qu'il y a avec ce que vit le peuple au jour le jour. Ça s'y prêtait. Et là, je me suis dit, je vais le réécrire. Un peu, vous savez, comme un sculpteur ou quelqu'un qui dit, voilà, maintenant je suis devant, je vois ce que je veux faire là. Je sais où je veux aller. J'ai travaillé dessus, un bon moment, ça, non ? Je relis tout, et puis j'y retourne parce que je sais ce que je veux faire. Ça doit être un bon moment, ça, quand on se dit, ça y est, je sais. Alors, c'est un moment à la fois difficile, parce que vous acceptez de dire, je laisse des mois et des années de côté, et je redémarre. Mais il y a quelque chose au fond de soi qui dit, c'est ça qu'il faut faire. Pour celui-là, c'est ça qu'il faut faire. Donc c'est comme ça que pour quelques millions est né, après plusieurs années de travail. Ouais. Ah oui, et puis un parcours varié, intéressant. Vous êtes né à Nantes, alors c'était l'objet de la trilogie qu'on a vue, puis vous avez aussi travaillé très jeune dans le milieu de la nuit, c'est ça ? Oui, en fait, moi, je suis né à Nantes, j'ai vécu à Nantes jusqu'à l'âge de 40 ans, mais à 18 ans, je faisais partie de cette génération où maman, qui était tout seule avec ses 2 fils, lui a dit, écoutez, moi je t'ai amené au bac, là, et donc j'ai fait mon boulot, maintenant c'est à toi. Donc c'était très bien, parce que je faisais partie de ces gamins qui avaient aussi envie de vivre et de faire ses propres expériences et ses aventures. J'ai commencé à animer les soirées en discothèque nantaise, et je m'occupais du relationnel et puis un petit peu de tout. J'ai fait ça plusieurs années, ce qui m'a permis effectivement de connaître le milieu des nuits nantaises et aussi de confronter la fin de ce qu'on appelle le milieu nantais. Donc j'ai connu ces gens-là, je n'ai jamais fait partie de leur milieu, mais j'animais les soirées
et d'un point de vue humain, tout ça, voilà, observer le monde. Et puis la nuit est formatrice, c'est-à-dire que, bien sûr, elle permet aussi de déceler les individus, et puis de les voir évoluer de 8 heures, et puis on les retrouve à 4 heures du matin, ce ne sont pas les mêmes. Donc il y a beaucoup de choses très intéressantes d'avoir fait un peu d'expérience. Mais pour le romancier en herbe que vous étiez, c'était intéressant. Puis après, il y a le départ pour Québec dont vous parliez. En même temps, il ne faut pas faire ça toute sa vie, parce que voilà, ce sont des métiers qui sont qu'on vieillisse et qui sont dangereux. Et après, oui, à l'âge de 40 ans, avec ma femme et mes 2 garçons, on est partis au Québec. Au Québec. Est-ce que c'est là que vous avez vécu 6 ans. Voilà, et vous avez pris des cours. Je suis retourné en université. Est-ce que, comme c'est Québec, qui est quand même un pays américain, est-ce que vous êtes plus influencé par les auteurs de polar américains que par les auteurs français? Alors je lis beaucoup, je lis énormément, mais pas que du polar. J'ai quelques auteurs américains quand même qui sont des références, mais finalement j'écris des polars, mais je les aborde aussi un peu comme de la littérature blanche, dans le sens où je vais creuser la psychologie de mes personnages. Je suis dans l'humain. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a intéressé, c'est pas tellement la technique de l'intrigue, qu'est-ce qui va faire le ressort ADN et tout ça, qui va permettre de déterminer la preuve. Donc tous ces polars-là, je les lis, mais c'est moins ce vers quoi je tends dans l'écriture, voilà, que de la littérature finalement, et pas seulement du polar. Mais si je devais en citer, oui, Trévagnan sont des auteurs comme ça, là, qui ont une écriture sublime et qui à chaque livre proposent quelque chose de différent. Et ça, c'est ce que j'ai aussi envie de faire dans l'écriture. Pour quelques millions, roman policier, mais pas que. Juste peut-être, parce qu'il y a une petite question que se faisait Nathalie en lisant votre livre, elle dit, mais ce Carl Pinault, il ne serait pas dans les services secrets? Non, pas du tout. Non. Si vous dites non, c'est que c'est vrai. Parce que si vous aviez répondu une réponse moins précise. Non, mais c'est vrai. Si c'était vrai, il ne m'aurait jamais laissé faire ce livre. Parce que j'ai écouté un cours passionnant d'un collègue à Polytechnique qui travaille sur les écrivains et romanciers qui utilisent les services secrets, justement. Comment, ça peut exister. Ça existe. Comment les services secrets travaillent avec moi, j'en ai lu énormément. C'était passionnant au moment de la guerre froide. Je pense que les grands auteurs des services secrets, c'est vraiment l'époque de la guerre froide. Là, on avait vraiment des sujets. C'est moins vrai, je crois. Ça va peut-être revenir avec la Chine, et puis avec les nouveaux moyens de télécommunication, tout ça. Ces histoires qu'on vient d'entendre aujourd'hui dans la presse de diplomates américains dans toutes les parties du monde qui reviennent avec des maux de tête et on ne sait pas trop ce qui se passe, et notamment à la Havane. Donc alors c'est quelque chose d'intéressant. C'est très intéressant. Les Américains ont dit qu'ils feraient la lumière là-dessus. C'est passionnant ça. Il y a un moment, moi je m'étais dit que c'était presque psychosomatique, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y en a un qui commence à et puis finalement sans doute non. C'est très intéressant parce que le bâtiment où sont les Américains qui ont toujours là, c'est l'endroit où Castro faisait ses discours. C'est-à-dire que Castro, quand il faisait ses discours au public, il mettait ce bâtiment derrière lui. Il y avait évidemment tout le peuple convié à venir écouter son discours. Et pendant 4 heures, il pouvait parler et il injuriait les Américains qui étaient juste dans le bâtiment derrière. Donc ça donne des scènes quand même assez Carl Pinault, pour quelques millions, roman policier, mais pas que, aux éditions Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous. Merci Patrice. Merci Nathalie.